collections de régie théâtrale, je me trompe des pas. collections théâtrales. Des collections en théâtrales général, dans leur ensemble. parce que c'est plus grand que la bibliothèque. À la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Agathe Sangian, qui est conservatrice, directrice de la Bibliothèque Musée de la Comédie Française. Et puis Gérard Liébert, qui est là, dans le coin, et qui est venu nous parler d'abord de Bati, sur lequel il a fait sa thèse, et dont il est donc spécialiste, et qui a dû passer pas mal de temps le nez dans les archives de Bati, dont il doit donc avoir une connaissance beaucoup d'été. Voilà, précise et personnelle et intime. Donc on va rejoindre nos tables. Moi j'ai rien à dire sur la question du tout. Et donc l'idée c'est que on se pose la question de savoir où est Gaston, et je n'ose dire en quel état, mais c'est un petit peu la question quand même. On s'installe. Et puis, peut-être Gérard, si vous voulez bien nous... Béatrice va parler du livre de la collection, c'est ça? Oui, peut-être. Pour commencer. En fait, pourquoi Bati? Moi, au départ, j'ai été invitée plutôt pour parler d'archives, et puis quand ça un petit peu... le programme s'est précisé, il s'est agi plus de faire un portrait de Bati à travers les archives. Et moi, donc, j'ai pensé qu'il fallait absolument inviter Gérard Liébert, qui était le grand spécialiste de Bati, qui avait fait sa thèse et dont je lui ai assez souvent demandé d'en faire un livre. Et j'espère que peut-être cette petite séance qu'on fait, là, une petite piqûre de rappel, va le pousser à écrire enfin ce livre sur Bati. Alors, c'est vrai que moi, j'ai longtemps enseigné l'histoire du théâtre au conservatoire, invitée par Marcel Bozonnet, justement. Et j'ai beaucoup déploré que la mise en scène, en fait, ne soit pas enseignée en France, ou très peu, ou pas très bien, alors qu'elle est enseignée dans beaucoup d'autres pays d'Europe. Et en étant au conservatoire, j'ai eu cette idée de faire cette petite collection, en fait, qui s'appelle Mettre en scène, et qui donne les propos des metteurs en scène commentés par des spécialistes du metteur en scène en question. C'est juste le propos du metteur en scène sur la mise en scène, le commentaire du spécialiste, et puis une bibliographie, un appareil critique sérieux. Enfin, un livre très court mais sérieux, un livre justement pour les étudiants qui n'aiment pas aller jusqu'à nos grands livres souvent, mais qui puisse être une marche justement pour leur ouvrir la route vers les livres plus importants. Et j'ai décidé d'ouvrir la collection par Gaston Bati parce que je me suis aperçue que personne ne le connaissait. Alors au conservatoire, mais alors vraiment c'était terra incognita, personne ne le connaissait. Et alors j'ai appris avec tristesse que même à Paris 3, où il y a pourtant ce qu'on appelait avant la bibliothèque Gaston Bati, maintenant la théâtrothèque Gaston Bati, et apparemment même ici, les gens, les étudiants ne savent pas toujours qui il est. Donc voilà, c'était mon intention. C'est vrai que Jouve, dans le cartel, donc Jouvet est connu parce qu'il a fait des films, Dulin aussi, il est connu aussi par ses films. Et puis Jouvet, il a écrit quelques livres aussi qui ont été de temps en temps réédités. Pitoëf, il est connu parce que grâce à Tchekhov, grâce à sa femme, Ludmila Pitoëf, mais Gaston Bati, il est connu par rien du tout, alors que pour moi, enfin, et pas seulement pour moi, c'est vraiment parmi tous, c'est le plus grand metteur en scène au sens où on comprend le metteur en scène aujourd'hui. Donc c'est vraiment une lacune en fait qu'on a dans notre connaissance de l'histoire de notre propre théâtre, et c'est pourquoi j'ai voulu que le premier texte de la collection soit dédié à Bati. Je ne suis pas sûre que ça ait changé beaucoup la situation sur la connaissance. En tout cas, je sais que mes élèves du conservatoire à l'époque, en tout cas, ont tous su ce qu'était Gaston Bati. Bon, je pense que les générations suivantes, aujourd'hui, je ne sais pas. Et voilà, donc je pense que c'est une initiative tout à fait intéressante d'essayer de faire son portrait, et que Gérard nous parle d'abord justement de qui est Gaston Bati. Qui est Gaston, comme disait Aurélie. Donc vous savez tous bien débrancher vos téléphones.
Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez la chanson, c'est une chanson de qui? Gaston, il y a le téléphone qui sonne, il n'y a jamais personne qui répond. C'est qui? C'est Nino Ferrer. Voilà. Il y a une petite blague. Alors, il est né en 1985, il est mort en 1952. Et c'est pour la même génération que les autres metteurs en scène du cartel. De fait, on se souvient moins de lui parce que c'est le seul qui n'est pas acteur. Et souvent, rétrospectivement, on a l'impression que ça pèse sur sa réputation, alors qu'il a été effectivement un metteur en scène particulièrement brillant. Et surtout, il a peut-être plus que les autres encore imposé cette notion de la nécessité du metteur en scène dans les spectacles, à tel point que certains de ces spectacles qui ont eu un gros succès dans les années 30 étaient des spectacles qui attiraient un large public, qui se jouait 400 fois. Son adaptation de Crime et Châtiment, ça s'est joué un nombre de fois considérable, et ça a attiré un vaste public, et le public allait voir un spectacle de Bati ou allait au Théâtre Montparnasse, sachant qu'ils allaient voir un spectacle d'une qualité visuelle exceptionnelle. Donc c'est la première chose. La deuxième, c'est Bati a une connaissance très forte de l'histoire du théâtre, et de l'esthétique du théâtre, de la littérature dramatique, mais ça c'est tout à fait normal. Il a de plus beaucoup voyagé parce que son père était marchand de bois, et donc il s'arrangeait toujours pour aller s'occuper d'acheter du bois dans les endroits où il y avait des théâtres pas loin. Donc il est allé en Russie, il parlait l'allemand, il connaît bien le théâtre allemand notamment, et il a beaucoup circulé, et il a vraiment des connaissances considérables jusqu'à la guerre, et il ne commence à faire du théâtre que très tardivement, à 34 ans, donc les jeunes étudiants ne vous sentez pas en retard. Et là, ça va aller très vite. C'est Firmin Gémier qui l'engage pour régler les éclairages d'un spectacle qu'il donnait au Cirque d'hiver. Et il lui confie, et il est tellement content de son travail avec lui, qu'il lui confie le fait de faire un second spectacle inspiré d'une pastorale provençale. Et donc Firmin Gémier était un homme de théâtre socialiste, lié au mouvement du théâtre naturaliste, mais qui a créé aussi quand même le rôle du Bureau. Et Bati était très catholique, et thomiste, et il parlait beaucoup de religion dans ses textes, dans ses présentations, même il faisait la prière et tout ça. Et c'est cette jonction-là qui va opérer un théâtre, alors entre guillemets populaire, dans la mesure où pour Édipe Roi de Thèbes, Gémier avait convoqué toute l'équipe de France d'athlétisme parce que c'était les Jeux Olympiques, et en même temps on jouait Édipe, l'histoire d'Édipe, et que pour la pastorale, il y avait alors là des tambourinaires, des animaux, toutes sortes de choses qui se passaient. Ensuite, Bati va se trouver embarqué avec Gémier dans la gestion de la Comédie Montaigne et puis un peu de l'Odéon. Ce matin, Sylvie Chalet parlait d'un acteur africain qui s'appelle Habib Benglia. Bati lui a confié le rôle d'Emperor Jones dans la pièce de Eugene O'Neill, qui est une pièce expressionniste américaine et pas allemande, et ce rôle était là avec un décorateur Fuest et à l'Odéon un dispositif scénique qui paraissait tout à fait passionnant, dont on a des maquettes à la BNF, dont on a beaucoup de documentation sur Bati. Comme il était très méticuleux, ses cahiers de mise en scène sont très bien présentés, très bien conservés, et les archives là sont un régal juste à regarder pour se promener si vous pouvez un jour. Et donc il y avait cela. Ensuite, il va prendre la direction du studio des Champs-Élysées, et là, en 4 saisons et à peu près 14 spectacles, il va devenir un homme de théâtre très important pour son temps, avec comme objectif de travailler avec des auteurs auxquels il demande de laisser de la place au metteur en scène. Alors, il n'en dit pas comme ça, mais il essaie alors, il travaille avec Jean-Jacques Bernard, qui écrit un texte qui a une théorie du silence. Et donc, on a plusieurs pièces où la parole est retenue chez des personnages qui n'osent pas se parler. Et la pièce Martine fait un gros succès avec ça. Il va aussi travailler avec Simon Gantillon. C'est des gens qui sont oubliés, mais il y a, par exemple, une très belle affiche d'époque qui a été sur Paris. Et Maya s'est jouée 1000 fois. C'était l'illusion cherchée dans la chambre de passe d'une prostituée à Marseille, et où une série de clients viennent comme ça rêver. Je ne sais pas. Alors, et d'autre part, il travaille aussi avec un auteur dramatique qui a été beaucoup présent dans le répertoire de l'époque, chez Pitoef, un peu chez Dulin, mais surtout chez Bati aussi, Henri-René Lenormand. Et donc il y a une pièce qui se déroule en Afrique, une pièce qui se déroule c'était du théâtre climatérique. Donc vous voyez bien, le metteur en scène se disait, il y aura des effets de lumière, de son, de toutes sortes de choses comme ça. Et c'est lui qui crée en France, pour la première fois, une version du D-Book de Hansky. Alors s'inspirant, il avait vu la mise en scène de Vartangoff, comme ça, je prononce peut-être pas bien. Et c'est monté à Paris, et Marguerite Jamois est magnifique dans le personnage de la jeune femme qui est possédée par l'esprit de son fiancé qui est mort, etc., et qui va se
se livrer sur elle à un rituel de dépossession du mauvais esprit du Dybbuk. Et donc, il y a une page vibrante d'Antonin Artaud quand il a vu ce spectacle au studio des Champs-Élysées. Donc on est là dans les années 24-28. Il va ensuite chercher une salle, aller au théâtre de l'Avenue un petit peu, essayer de trouver sa place au théâtre Pigalle, qui était ce théâtre hyper luxueux construit par la famille Rothschild, qui est maintenant un parking rue Pigalle, mais personne n'a réussi à s'en servir comme il fallait. Et à partir de 1930, il s'installe au théâtre Montparnasse et il va le rénover avec Sonrel, l'architecte, S-O-N-R-E, et il va en faire une des salles les plus intéressantes techniquement de Paris. Et il va accorder une importance extrême à ses mises en scène. Et donc c'est là où il invite en 1930 Meyerhold, avant de commencer lui-même sa saison. Son premier spectacle, c'est l'opéra de Katsu, mais lui, il y voit, lui, l'histoire d'un pauvre clochard qui s'endort sur un terrain vague et puis qui rêve de cette histoire qui nous est donnée comme ça. Batty est un tenant, théoriquement, d'un théâtre d'évasion qui permet aux spectateurs de s'évader, de penser à autre chose. Il est en même temps un bon théoricien. Dès les années 17-18, il a écrit une série d'articles, avec notamment tout un article qui a fait polémique, qui s'appelle « Sire le mot » avec un S majuscule et un M majuscule, pour dire pourquoi est-ce que le théâtre est à ce point dépendant de la littérature, alors que tous les éléments de la création devraient être mis en œuvre. Il est en ce sens bien influencé par les écrits critiques de Edward Gordon Craig, que vous connaissez mieux que Batty. Et donc il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça, là. Et à partir des années 30, il va donc continuer ce travail à la fois de prospection pour trouver des auteurs contemporains, et à plusieurs reprises, il a des pièces où les critiques disent, tiens, voilà, Jean-Victor Pellerin, c'est un... c'est bon, on ne sait pas qui c'est, mais c'est un auteur qui est intéressant, et on reprend sa pièce, on la rejoue. Le Normand, ses pièces climatériques. Le Simoun, ça se passe quand même en Algérie, et où on se demande ce que les colons font là, parce qu'ils ne supportent pas le climat, mais enfin parce que aussi ça ne va pas très bien. Donc il y a tout un théâtre extrêmement prenant et qui est très méticuleusement mis en scène. Alors Batty, c'est peut-être les cahiers de mise en scène de Batty sont un modèle, c'est sans doute parmi les plus beaux et précis que j'ai pu voir. Bon, pas aussi complexe que ceux de Max Reinhardt et Rich, mais très beaux. Et donc ces mises en scène sont très travaillées. Il travaille avec une troupe constante. Marguerite Jamois a commencé à travailler avec lui dans la cabane qu'il avait construite à côté de l'église Saint-Germain-des-Prés. Vous voyez, à ce moment-là, le prix du terrain n'était pas cher, et ça a duré une saison. Mais elle a commencé à travailler avec lui donc en 22, et elle est restée dans sa troupe toute son existence d'actrice, et en 1943, il lui a confié la direction du Théâtre Montparnasse, il s'est un peu retiré. Donc on a là aussi un homme de théâtre qui rassemble autour de lui une troupe. C'est un tout premier à mettre le nom de tous les techniciens, de toute l'équipe technique là-dessus, et certains de ces spectacles sont effectivement des prouesses scéniques. Alors non pas parce qu'il y aurait des effets prodigieux, mais parce qu'il y a un réglage minutieux de l'appareil scénique tout à fait astucieux, dont notamment un dispositif qui avait parti avec une avant-scène, 2 éléments mobiles qui pouvaient revenir et être chargés dans les coulisses au besoin, et une zone de fond. Et vous aviez comme ça 3 niveaux de scène, et à certains moments, pour voir Crime et Châtiment, il avait fait une adaptation avec un montage en tableau très, très brillant, et c'était tout à fait spectaculaire, et les gens venaient voir, et les gens du métier même réclamaient de pouvoir être en coulisses pour voir comment il s'y prenait. Il est considéré comme un virtuose. Il est probablement le meilleur éclairagiste avec Jouvet de cette génération-là. Dulin lui réclame de temps en temps de venir l'aider quand il doit régler les lumières de ses spectacles. Et il y a donc là une qualité extrême. Alors même s'il n'est pas acteur, il sait tout faire sur un terrain, il sait faire un costume, il sait construire, et quand il parle avec ses techniciens, il sait ce qui se passe. Il invente pour la lumière un bleu bâti qui va être, bon, c'est une série un coloris particulier qui lui permettait d'obtenir cela, de même qu'il y avait un petit projecteur Jouvet, et il fait des recherches sur le son, il travaille avec des danseurs quand il le fait. Alors il ne montre pas que des auteurs contemporains, il va aussi, mais alors là, comme toute cette génération, avancer à pas prudent pour monter des classiques. Mais comme il aime bien, il a des théories, il écrit un petit texte très intéressant sur le théâtre de Shakespeare en disant mais nos textes de Shakespeare sont encombrés par des phrases et des phrases infinies qui ont dû être sans doute rajoutées. Je crois qu'on doit enlever beaucoup de choses, et il monte une première version de Hamlet où il demande à Marguerite Jamois de tenir le rôle principal d'ailleurs, au théâtre de l'Avenue en 28, qui est en même temps qui crée du mouvement, et de la même façon il fait La Malade imaginaire avec
des scènes, les intermèdes sont traités comme des cauchemars, c'est-à-dire comme s'il y avait le malade endormi qui a des visions, qui est attaqué par des maladies des médecins, etc. Donc une sorte de spectacle un peu expressionniste, si j'ose dire, dans ce domaine-là. Donc il y a cette constante d'un travail qui petit à petit va imposer en France cette idée de mise en scène avec les travaux des autres membres du cartel, mais chez lui c'est plus net, on ne vient pas dire je vais voir l'acteur Jouvet ou Dulin qui fait qui réclame sa cassette, mais on va voir Prosper, on va voir Dulcinée, c'est une thèse qu'il a écrite en marge du Don Quichotte, une jeune femme une jeune servante d'auberge qui dit après tout c'est moi Dulcinée qui s'invente ce rôle-là. Et la pièce est assez belle dans les écritures en dérivation. Et donc il y a une grande richesse, une centaine de spectacles qu'il va faire dans ces temps-là. Et au moment de la guerre, alors il est très attiré par l'idée d'essayer de faire passer des lois sur le droit du metteur en scène. Donc il participe à l'association des auteurs de public, il participe aux travaux de ces choses-là dans les années 40-42, 43, le livre de Serge Haddad en parle, puis il se retire en partie, il transmet sa direction à Marguerite Jamois, mais il reviendra faire quelques spectacles, il va mettre Jamois en scène dans Lorenzaccio, c'est elle qui joue le rôle principal aussi. C'est aussi un des acteurs qui fait ce genre de proposition. Alors c'est pas pour faire une démonstration absolue, mais il voit pas pourquoi il ne demanderait pas à cette personne de jouer le rôle et pas de faire une bataille autour de ce que ça veut dire, mais ça veut dire que c'est elle qui joue. Et alors dans ces années-là, à partir des années 43, il se lance dans une autre encore aventure, mais qu'il a accompagné toute sa vie. C'est un Lyon, il est de Lyon, il a fait ses études à Lyon, il adore les théâtres de marionnettes, il a toute sa vie récolté des documents, des informations sur des théâtres de marionnettes, et fait plusieurs très beaux livres là-dessus, et il forme une première troupe de marionnettistes, dans laquelle il y a Marcel Temporal, vous avez une belle affiche là, et puis deux, trois éléments qui le mettent, et il réinvente une grammaire de la marionnette à sa façon. Mais en même temps, il implique son équipe technique de Montparnasse, c'est-à-dire qu'il veut que dans le Castelet, ce sont des marionnettes à gaine, il veut que dans le Castelet, ce soit la même qualité d'éclairage, de décor, de costume qu'il y a dans ses propres spectacles. Et un peu mieux, si possible. Il prépare un spectacle longuement, il dit c'est bien, mais on peut faire aussi bien avec la troupe normale, donc on ne va pas le montrer. Et il va faire une deuxième, alors il montre un ou deux spectacles, là, il y avait présentation, théâtre de l'imagerie, ponctuellement. C'est à la fois un événement dont peu de gens se rendent compte, mais il va aussi faire une deuxième compagnie, donc et il monte, et alors là, il a inventé un personnage de marionnette, un peu pour inventer son guignol à lui, billet en bois, et il le met dans des aventures d'un garçon qui fait le tour de France pour apprendre son métier, et dans chaque région, il y a des contes et légendes. Alors c'est un théâtre en même temps, on peut le comprendre comme un théâtre qui se replie. Il abandonne le théâtre et les fonctions ambiguës au moment de l'occupation. Il a un matériau qui est un matériau un peu passéiste. Il se réfugie dans les années 1830-1840 et il joue avec ses marionnettes, mais avec une perfection rare. Et parmi les gens qu'il a formés, il y a Garel, le grand-père. Il y a Garel, le grand-père de Céline, puis il a pris l'acteur comme ça. Et il y a surtout Recoin, l'homme du théâtre romain nu, qui a appris tout ce qu'il savait... qui a appris les marionnettes avec Batty. Et c'était assez émouvant il y a quelques années, on a fait une rencontre à Lyon, et à l'université de Lyon, et Alain Recoin était là, et quand il partait de Batty, il disait « Batty, mon maître ». Or, Recoin n'était pas du genre à être surpoli, mais c'était pour lui la personne qui l'avait le plus influencé, marqué dans sa vie, et qui lui avait ouvert le territoire de la marionnette. Et dernier épisode, juste après la guerre, Batty a encore accepté, cette fois-ci, c'était symbolique, mais de prendre la direction d'un centre dramatique du Sud-Est, basé à Aix-en-Provence. Il va faire la première année, puis il meurt après. Je crois qu'il avait compris que la suite des aventures du théâtre en France passait par là. Donc il avait vu juste, mais là ça a été plus... il s'est un peu porté volontaire auprès de Jeanne Laurent, et ça a été plus pour marquer les esprits, puis au bout d'un an, il a disparu. Et il y a une très riche documentation dans de nombreux fonds. Alors, à la BNF, il y a quand même la plupart des cahiers de mise en scène, il y a beaucoup de maquettes
des décors. Les différents écrivains que j'ai pu citer, on trouve des choses sur eux aussi par ce biais-là. À la BHVP aussi, j'avais trouvé des choses intéressantes au fond des régisseurs de théâtre, de ci, de là aussi. Et à la Comédie Française aussi, parce qu'en 1936, au moment du Front populaire, les membres du cartel, sauf Pitoueff, parce qu'il était étranger, n'ont pas pu être... ont monté des spectacles. Et Bati a monté plusieurs spectacles, dont un Musset, et puis un Chapeau de paille d'Italie qui est resté très longtemps au répertoire. Parce que j'avais parlé à un comédien français, mais bien plus tardivement, il me disait, mais j'ai fait mes débuts dans les années 50, dans la mise en scène de Bati, du Chapeau de paille d'Italie, qui était déjà une reprise à la Comédie Française. Donc voilà, excusez-moi, je suis allé un peu vite, mais c'est un personnage très attachant et qui a, vis-à-vis du théâtre, une pensée théorique, alors qui est claire sur cela, et une pratique du travail de répétition très élaboré, très précis. Il arrive vraiment avec vous mettez là, vous mettez là, vous mettez là. Mais la troupe était tellement cohérente qu'il faisait confiance à ses acteurs, Marguerite Jamois, Lucien Nat et bien d'autres, Renoir aussi, le frère de Renoir, Pierre Renoir. Et donc, ils ont travaillé ensemble, obstinément, pendant des années, pour arriver à faire un théâtre d'une qualité tout à fait remarquable. Voilà. Nous avons très envie de lire votre livre sur Gaston Bati. Oh, mais j'ai jamais fait rien, j'ai inventé tout ça. Merci beaucoup. Alors, à partir de cette première amorce, ce portrait déjà de Bati dans le temps, on va peut-être passer à une présentation des traces qui sont restées de cette histoire et de ce qui en subsiste dans vos collections. Qui s'y colle en premier? Joël? Sors mes papiers parce que je les ai. Sors tes papiers. Alors oui, en quelques mots, comme l'a très bien dit Gérard Liébert, c'est vrai qu'il y a une bonne partie des archives de Gaston Bati qui se trouvent au département des arts du spectacle de la BNF. On peut même dire que c'est un des premiers fonds à venir enrichir la collection Rondel, qui est la collection fondatrice du département. Il y avait déjà eu les archives de la Réaction, les archives d'André Antoine, mais on va dire dans les archives de la nouvelle génération, en 1953, entre les archives de Gaston Bati, qui sont données par Madame Bati après la mort de son mari. Donc c'est vraiment le cœur du fonds Bati. Ça représente une dizaine de mètres linéaires. C'est pas autant que Jouvet, par exemple, ou que Copeau, dont les fonds sont un peu des monuments fleuves. Sans doute parce que, peut-être que vous pourrez compléter, il y a des choses qui se sont perdues plus chez Bati que chez d'autres. Et j'avais entendu dire qu'à Pélussin, qui était donc son village natal, il devait sans doute rester des choses et qui n'ont pas été conservées ou ailleurs dans ses appartements. Malgré tout, comme vous le disiez, il y a vraiment dans ce fonds, on va dire, le cœur de ce qui est son œuvre, c'est-à-dire les relevés de mise en scène avec parfois des conduites techniques, les correspondances avec les auteurs, bien que de ce point de vue-là, les correspondances sont bien moins abondantes que ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire que soit elles ont été dispersées, soit elles ont été détruites ou perdues. Il y a de la correspondance, mais pas autant que chez Jouvet, où il y en a des milliers de lettres. Là, on est plus de l'ordre de quelques centaines de lettres. Alors, donc, ça constitue vraiment le cœur des photos, des documents techniques autour des spectacles, bien sûr, les programmes, l'ensemble de ce qui documente précisément les programmes. Quelques éléments biographiques, bien sûr. On a même quelques devoirs de ces périodes scolaires, voilà, choses qui remontent assez loin. C'est assez complet parce qu'il y a vraiment depuis les débuts, depuis Gémier, ses collaborations avec Gémier, jusqu'à la fin des années 50 quand même. Donc ça couvre assez bien l'ensemble de son œuvre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que
cet ensemble qui en est le cœur, dans lequel il y a aussi des manuscrits de textes qu'il a écrits, de textes plus théoriques auxquels vous faisiez allusion, a été enrichi au fil des années. C'est-à-dire que ce n'est pas un fonds qui est arrivé d'un bloc, mais d'une part, Madame Batty a continué pendant 10-15 ans à donner des petites choses qu'elle retrouvait, qu'elle a joint au fond, et puis d'autres personnalités, notamment des collaborateurs de Batty, sont venus compléter ce fonds. Donc, on a d'ailleurs longtemps hésité dans le département à parler du fonds Gaston Batty ou de la collection Gaston Batty, puisque en fait, il y a une collection dont les provenances sont diverses, à l'intérieur duquel il y a un fonds qui, en archivistique, signifie qu'il provient d'un seul et même producteur, en quelque sorte. Et donc, parmi ces collaborateurs, il y a notamment André Cadou, qui était donc le compositeur, qui a fait la plupart des musiques de ces spectacles, qui a donné, alors à la fois les partitions, donc il y a les partitions autographes de Cadou, et puis c'est les premiers disques qui sont rentrés dans les collections du département des arts du spectacle de la BNF. Donc c'est un nombre de disques assez faramineux, puisque je crois qu'il y a plus de 400 disques. Bon, il ne faut pas se laisser impressionner malgré tout par le chiffre, mais parce qu'en réalité, il y a souvent plusieurs fois le même disque, comme dans la collection Jouvet, puisque en fait, on faisait presser des disques pour pouvoir s'en servir sur le plateau, et donc comme c'était très fragile, on en faisait faire des séries. Donc aujourd'hui, au moins un exemplaire de chaque disque a été numérisé et est accessible sur les postes audiovisuels du département des arts du spectacle. Donc il y a aussi des compléments venant de Marguerite Jamois, dont on a parlé tout à l'heure, la comédienne, et même des héritiers de Marguerite Jamois. Tout un ensemble assez important constitué notamment de presse venant de Simone Geoffroy, qui était sa collaboratrice pour les marionnettes notamment, mais qui contient aussi de la correspondance. L'association des Amis de Gaston Batty sont aussi venus enrichir le fonds. De même que Henri Crémieux, qui était comédien, Yves Dubois, le décorateur, une dame qui était la secrétaire de la Comédie de Provence, qui s'appelle Monique de Pontus, a donné aussi un certain nombre d'éléments sur cette brève période-là. Et puis, on y trouve aussi, qui a été mis avec les dossiers concernant les expositions autour de Gaston Batty, puisque en fait il y a 2 moments dans l'histoire de la bibliothèque où il y a eu des expositions. En 1966, à la bibliothèque de l'Arsenal, une exposition, on va dire, pilotée par l'association des Amis de Gaston Batty, qui a fait l'objet d'un très joli petit catalogue dans les cahiers Gaston Batty, qui s'appelle Gaston Batty et le renouvellement du théâtre contemporain, je crois. Donc c'est, je pense, la première fois où le public a pu voir des maquettes, des documents en tout genre sur la carrière de Batty. Et puis, bien sûr, il faisait partie d'une des parts importantes de l'exposition de 1988 sur le cartel qui avait eu lieu donc, sur le site Richelieu. Et donc, évidemment, chacun des membres du cartel était traité et Gaston Batty l'était comme les autres. Le fonds s'est encore enrichi récemment par une très belle acquisition, puisque nous avons pu acheter en 2013 un ensemble de marionnettes de Gaston Batty. On en avait une dans les collections, mais il y a un lot de 37 marionnettes qui est passé en vente, qui provenait de la famille Anouilh, puisque c'est Jean Anouilh qui avait récupéré les marionnettes. Et donc ça fait un très 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 bel ensemble qui montre qu'on peut encore, de toute façon c'est ça qui est absolument fascinant, c'est-à-dire que aujourd'hui encore on peut enrichir les collections des grands maîtres du cartel. Il y a toujours des choses qui ressortent chaque année. Alors peut-être sans trop détailler, je voudrais quand même, dans ce qui me semble aussi important à signaler, à l'intérieur de cet ensemble, on a parlé des maquettes à de nombreuses reprises. Donc il y a un nombre très important de maquettes, 360 maquettes de décors et de costumes, certaines de Batty lui-même, puisqu'il dessinait. D'ailleurs, ces cahiers de mise en scène auxquels on faisait allusion tout à l'heure sont
fabriquées de nombreuses notes de schémas et aussi de petites aquarelles qui donnent qui sont très belles et illustrent son travail. Mais aussi des maquettes, bien sûr, d'Émile Bertin, de Fürst, dont vous parliez tout à l'heure, de Choumansky, etc. Donc il y a vraiment là un très 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 bel ensemble qui pour l'instant n'apparaît pas dans les catalogues, mais qui va apparaître avant l'été normalement, puisqu'on va rétroconvertir notre fichier des maquettes, sans rentrer dans le détail. C'est plus de 30 000 maquettes qui sont dans les collections des arts du spectacle et qui vont se retrouver dans le catalogue général. Donc vous y aurez plus facilement accès, vous en aurez plus facilement la liste. Pardon, ce sont des maquettes plates ou Alors ça, ce sont des maquettes plates et il y a aussi une dizaine de maquettes en volume. Là, essentiellement des maquettes de Bati lui-même pour Crime et Châtiment, pour le D-Book, pour l'Opéra de Katsu, pour Tête de Rechange, etc. Il y a quelques costumes, malheureusement très peu. Il y a notamment la robe de Marguerite Jabois dans Phèdre et quelques costumes pour les caprices de Marianne. Voilà. Et ce que je voulais signaler aussi, malgré tout, j'ai un peu dénigré la correspondance, mais on y trouve des très belles signatures comme celle de Paul Claudel, d'Antonin Artaud, de Giono, de Jouvet, bien sûr, d'Anouilh. Donc c'est pas du tout à négliger. Alors évidemment, peut-être le fond et la collection Gaston Bati, malgré tout, ne résument pas tout. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des fonds complémentaires. Alors bien sûr, il y a les fonds des autres membres du cartel, de Jouvet, toutes les correspondances croisées, les rapports qu'ils ont pu avoir. Donc il faut aller dans ces fonds-là qui sont immédiats. Il y a aussi, par exemple, le fonds d'archives de Simon Gantillon. Donc là, en termes d'auteur, on peut trouver des compléments. Un fonds de Paul Blanchard qui a écrit sur Armand Gatti. En termes de décorateurs, je citais tout à l'heure Olga Choumansky. En plus des maquettes, il y a un petit ensemble documentaire. Et je voulais aussi signaler comme quoi il y a beaucoup de ramifications. C'est que on peut aussi trouver des compléments dans la documentation du département, qui est faite comme vous le savez, de programmes, de recueils de coupures de presse, et notamment donc, soit dans la collection Rondelle, soit dans ce qui a constitué sa suite, la collection R-Sup, donc Rondelle Supplément, il y a les recueils de coupures de presse pour chacun de ces spectacles. Et aujourd'hui, la série R-Sup est numérisée. Donc, pour toute la période d'avant-guerre, c'est accessible dans Gallica, pour tout un chacun. En revanche, pour la période après-guerre, pour des raisons de droit, c'est accessible uniquement dans Gallica Intramuros sur place. Voilà, peut-être je ne vais pas prolonger plus. Et je dirais aussi simplement pour vous signaler dans ce qu'on peut trouver dans Gallica Intramuros, on y trouve un certain nombre de relevés de mise en scène qui ont été numérisés, comme celui de Maya, qui est des affiches aussi, celle de Maya de Paul Collin, qui est absolument magnifique, et les marionnettes qu'on a commencé à prendre en photo et donc qui sont accessibles. Alors malheureusement en Intramuros, ça peut vous surprendre parce que dans le fond, Bati est mort depuis 52, donc ça ne fait pas tout à fait 70 ans, donc il est malgré tout encore sous droit. Et les marionnettes, par exemple, les têtes ont été sculptées par René Colamarini, qui était un sculpteur qui a fait ça un petit peu pour manger pendant la guerre, et son œuvre est complètement sous droit, donc on n'est pas habilité à mettre ça en ligne. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette restriction-là. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un inventaire du fonds Gaston Bati en ligne dans BNF Archives et Manuscrits. C'est un inventaire partiel qui décrit essentiellement ce que j'ai appelé le cœur, c'est-à-dire le fond. Donc la correspondance, les œuvres, etc. La partie complémentaire, qui représente quand même, j'ai regardé là, plus de 160 boîtes, n'est pas encore traitée. Voilà, il faut dire la vérité. Donc il y a encore du travail à faire.
pour des étudiants de certaines universités parisiennes, par exemple, sur les compléments bâtis. Il y a de belles choses à trouver encore dans ces boîtes-là. Voilà, je répondrai éventuellement aux questions s'il y en a. Gérard, peut-être sur la correspondance, vous voyez dresser l'oreille. Ah non, c'est toujours intéressant parce qu'on trouve, voilà, les correspondances arrivent, ou bien, moi il m'arrivait d'aller chez quelqu'un et là, les héritiers venaient de déménager, ils avaient jeté la correspondance. Mais on m'a donné quelque chose, un verre d'eau, mais c'est tout ce que j'ai vu. Mais la correspondance, en fait, c'est la correspondance à Gaston Batti. Oui. Et la correspondance de Gaston Batti, est-ce qu'elle est quelque part? Est-ce qu'on a... Elle est chez tous. Elle est chez tous les destinataires. Voilà. Alors, quand ces est-ce qu'il y a déjà un travail qui a été fait là-dessus? Quand ces destinataires sont Jouvet, Copeau ou Dulin, voilà, elle est a priori là. Enfin, encore pour Dulin aussi, il y a beaucoup de manques. Après, voilà, chez Cantillon, il y en a. Voilà. Il n'y a pas eu de travail. Autant les correspondances, par exemple, Copeau-Jouvet ont été publiées. Il y a eu un vrai travail. Je pense que le travail sur la correspondance de Batti, il est difficile, mais il serait vraiment à faire. Il serait très intéressant. Parce que la plupart de ces auteurs ont vraiment encore plus disparu. Oui. Pellerin ou bien Cantillon sont des gens qui sont dissipés à partir des années 50, qui ont disparu. Et du coup, on est moins curieux de savoir ce qu'ils ont pu s'écrire. Mais par exemple, quelqu'un comme Lenormand, enfin, moi je considère que c'est un grand auteur. Enfin, moi, ce que j'avais vu, pas récemment, ça s'est peut-être enrichi depuis, il n'y avait pas énormément de choses. D'abord, c'est des gens qui se voyaient beaucoup. Le Batti travaillait vraiment beaucoup, enfin, comme tous. Et c'était des auteurs qui étaient avec lui. Pour Jean-Victor Pellerin, c'est plus compliqué parce qu'il était impliqué financièrement dans le fonctionnement du théâtre Montparnasse, parce qu'il était l'héritier de la margarine Pellerin. Et son père était un des grands collectionneurs, un des plus grands collectionneurs de Cézanne. Vous savez, la femme bleue à la cafetière, c'est un don de la famille Pellerin, ça. Alors, mais quand j'avais regardé, mais j'étais pas non plus trop focalisé. J'essayais déjà de me débrouiller avec mes séances, mais je m'étais pas dit là, il y a une correspondance formidable, passionnante, mais c'était peut-être l'impression, c'est peut-être parce que je voulais pas trop voir ça. Non, mais je dis ça simplement parce que Lenormand, c'est un auteur qui gagnerait beaucoup à être... Là encore, c'est un sujet de travail pour des étudiants, en fait, de remettre, pas au goût du jour, mais de remettre à l'attention des metteurs en scène d'aujourd'hui les textes de Lenormand. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui reste, je vais dire. C'est le auteur français qui a inventé un personnage qui rentre en scène et qui dit qu'il est psychanalyste. Il s'appelle le mangeur de rêves. Et donc, c'était effectivement un metteur en scène qui a eu beaucoup de succès. Un auteur. Il traduit dans toutes les langues. Il y a Max Reinhardt l'a mis en scène. Dans le monde entier, il a été joué dans les années 20 et 30. Mais maintenant, à part Jean-Louis Benoît, personne n'a fait une mise en scène de Lenormand ces dernières années. Il a écrit des souvenirs formidables. Ces 2 volumes de souvenirs, justement sur toute cette période-là. Alors là, sont une mine de renseignements extraordinaire. Est-ce que Pauline, tu... Oui, bah du coup je vais aller par là. Si ça marche, Il y a d'ailleurs dans les documents intéressants pour illustrer la filiation Recoin-Batti, certaines mises en scène de marionnettes ont été écrites, mises par Alain Recoin pour les spectacles de Batti, et c'est bien indiqué, mis en scène, par Gaston Batti, mais relevé de mise en scène d'Alain Recoin. Il y a effectivement, donc c'est une marionnette à gaine, bien sûr, on est dans la tradition de la marionnette à gaine. Oui, elle est marrante. Donc moi je vais vous parler de ce qui reste, puisque la BN a presque tout sur Gaston Batti, des petites choses qu'on peut trouver à la bibliothèque historique sur Gaston Batti.
Alors, je voulais juste rappeler qu'à la bibliothèque historique, l'un des points forts des collections théâtrales, c'est la bibliothèque des relevés de mise en scène dramatique, puisqu'à la bibliothèque historique a été versé le fonds de l'association des régisseurs de théâtre. Et cette association qui avait été créée en 1911, qui est une association professionnelle, qui visait à développer qui visait à développer l'entraide professionnelle entre régisseurs, avait décidé, comme une de ses principales actions, de monter une bibliothèque de relevé de mise en scène pour aider les régisseurs justement à avoir de la documentation pour remonter des pièces. Et donc cette bibliothèque importante, elle a été versée à la bibliothèque historique en 1969 avec tous les fonds de l'association de la régie théâtrale. Donc elle comprenait 6500 mises en scène à peu près pour 2000 œuvres dramatiques. Donc on pourrait s'attendre à trouver des mises en scène de Batty dans ce fonds, logiquement. Mais en réalité, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je vous dis pourquoi. Alors, Gaston Batty, d'abord, il était très favorable sur le principe au travail de l'Association des régisseurs de théâtre, à laquelle il a adhéré en 1926 comme Jouvet. Alors, on a sa fiche, voilà, son dossier, il n'y a pas grand-chose dans son dossier, hein, il y a juste à peu près ça, c'est-à-dire la fiche où il remplit quelques renseignements, et puis il y a son extrait de naissance, et puis il y a un petit résumé de sa carrière en 1926 qui est flou, je suis désolée, c'est des photos maison, voilà. Et il y a la petite lettre par laquelle il demande à adhérer à l'association, voilà. Alors il a adhéré en même temps que Jouvet en 1926, et bon, c'est assez logique parce qu'il aimait... il avait été régisseur lui-même au début de sa carrière et il avait une grande estime pour tout ce qui était travail technique et ça l'intéressait de faire quelque chose pour les régisseurs et au début, donc entre 1926 et 1928 avec Jouvet, ils ont fait partie d'une commission qui voulait faire de l'enseignement technique pour les régisseurs de théâtre. Mais finalement, si j'ai bien compris, le projet est tombé à l'eau à cause de la crise de 29. Il n'y avait pas assez d'argent pour ça. Voilà, donc Batty est favorable au travail de l'association des régisseurs, mais en revanche, pour ce qui est du dépôt des mises en scène, parce que les régisseurs l'association des régisseurs essayait de promouvoir le dépôt des mises en scène, de faire en sorte que les membres donnent des relevés de mise en scène pour alimenter la bibliothèque. Mais Batty, il était réticent comme pas mal, comme les autres metteurs en scène du cartel, parce qu'en fait, il voulait garder la main sur sur la circulation de leur mise en scène. Il considérait que c'était une œuvre artistique, donc il ne voulait pas que n'importe qui s'en empare, éventuellement les déforme. Donc on a très peu de mise en scène de Batty, enfin en tout cas identifiée comme telle. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me dire, parce que j'ai regardé un petit peu. Donc ce qu'on a qui est incontestable, alors c'est des mises en scène qui ont été relevées par le régisseur du studio des Champs-Élysées, Léon Duveux-Leroy. Moi je vous en montre une, qui est celle de Tête de rechange en 1926. Donc c'est une pièce de Jean-Victor Pellerin, dont on vient de parler, qui avait été créée. Donc ça c'est une mise en scène pour la reprise. Je ne sais pas si vous l'avez étudiée, je ne sais pas, il faudrait la comparer. Oui. Et il y a des mises en scène pour la même pièce à la BNF. Donc, mais ça, je crois que c'est la même. À l'époque, oui. C'était très constant. C'est juste, bon, il y avait un différence de plateau, mais dans l'ensemble, le studio des Champs-Élysées était tout petit. Mais il y avait beaucoup d'effets visuels. Tête de rechange, on suit un personnage qui se jette dans la tête de quelques passants. Et pendant quelques instants, il devient ce passant-là. Alors il y avait des procédés, Batty empruntait des procédés aux gens qui faisaient des spectacles d'illusion, d'illusionnistes aussi, et on avait ce sentiment visuel
de transposition, puis un dispositif scénique qui renvoyait aussi à l'esthétique expressionniste allemande, très mal connue en France à ce moment-là, mais que Batty connaissait des visus, parce qu'il est allé là-bas, Oui, il a été allé invité là-bas. à faire une mise en scène à Berlin 1 ou 2 fois et tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai retrouvé? J'ai retrouvé aussi un autre relevé du Veuleroy pour Émilie Brontë, qui est une pièce de Madame Simone créée en 1945. Et voilà, alors voilà. Sœur Brontë. Oui. Gianni a fait jouer là-dedans. Sinon, il y a. Une maison en couple comme ça qui fait le dispositif scénique. J'ai juste vu des petits plans, donc Oui. je vois pas le dispositif scénique. Sinon, il y a d'autres. Voilà, après, il y a une ou deux mises en scène qui sont pas sûres, pas forcément attribuables à Batty, de pièces qu'il a montées. Voilà, ça vous pourriez mieux le dire que moi. Mais voilà. En revanche, on a reçu récemment un don qui provient du théâtre Montparnasse, avec des documents Ah oui, Bifur, c'est une pièce. au statut moins évident. Alors voilà, comme ils sont très récemment entrés, j'ai pas eu le temps de beaucoup les étudier, de les identifier. Donc là, Bifur, ça a l'air plutôt d'être un tapuscrit, donc plutôt le texte de la pièce, qui est donc une pièce de Simon Gantillon, n'est-ce pas? Voilà, créée en 1931 au théâtre Montparnasse. C'est une histoire de. Un personnage principal va rencontrer une femme qui. Sa femme est morte, il rencontre une personne et il a l'impression que son âme s'est transposée dans. C'est pas juste un exercice de séduction, c'est pour de bon, il croit, c'est comme une sorte de fascination, de récit fantastique où on trouve une autre personnalité. La translation des. Oui, des âmes. Voilà. Donc voilà, ça c'est un texte avec des corrections, sans doute enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être de la main de Gantillon lui-même, Oui. voilà, puisqu'il a signé là-bas, en bas à droite, SG, voilà. Donc ça je pense que c'est plutôt un texte dramatique qu'une mise en scène, mais ça parle de Gaston Batty. Et puis on a aussi voilà, de la musique pour Bifur. Donc je ne sais pas de qui était la musique, j'ai pas cherché, vous savez pas. Presque Cadou, toujours, n'est-ce c'était pas? René C'est Cadou qui a fait ses musiques de scène, mais là, Là c'est pas écrit, c'est pas signé. Et Peut-être qu'il faudrait voir dans la distribution. ouais. Oui. Et sinon, on a voilà une mise en scène de Prosper. Là, je pense, donc, puisque c'est Gaston Batty qui a écrit lui-même sur la page de titre. Adaptation de Gaston Batty, c'est son écriture. Ça a été un très gros succès au théâtre Montparnasse, un succès public considérable. C'était la Casbah d'Alger. Il y avait un décor sur une tournette et on voyait tout ça. Et il y avait un personnage magnifique d'une jeune femme qui venait prostituer, mais qui s'invente un protecteur qui s'appelle Prosper et qui serait en ce moment en prison à la Légion étrangère. Puis un beau soir, c'est une fiction, et un beau soir arrive un homme dans sa chambre qui dit qu'il s'appelle Prosper. Je ne vous raconte pas la fin parce que c'est très gros succès, très gros succès. Batty s'amusait à dire que c'est en voyant cette pièce-là que Maurice Chevalier avait eu l'idée d'inventer sa chanson Prosper, Youpla Boum, c'est le roi du macadam. Ils sont passés dans les théâtres à cette époque-là. Voilà, donc ça c'est qu'est-ce qu'on a, voilà, c'est la suite de Prosper. Des petits croquis. Oui, des tous les petits cahiers croquis de comme mise en ça. scène de Batty Oui, sont ils comme ont ça, ça, méticuleux, voilà. avec ces petites dispositions. Et le registre, ils ont été faits avec le régisseur pour fixer. Puis certains spectacles étant repris, ça permettait d'avoir une mise en scène notée. Alors parmi ces documents, on a à peu près 8 mises en scène ou tapuscrits qui viennent du théâtre Montparnasse. Voilà, donc j'ai comparé avec ce qui existait à la BNF, donc mais si l'inventaire n'est pas complet, donc pour les relevés, il n'y a pas beaucoup de relevés qui n'ont pas été catalogués. D'accord, parce que là il y avait 4 titres de pièces pour lesquels j'ai pas vu de mise en scène à la BNF. Donc ça se ferait intéressant. Voilà. C'est quoi, vous me direz. Je vous dirai les titres, je ne les ai pas sur moi, mais je vous les écrirai. Voilà, donc ça c'est pour les relevés de mise en scène.
Mais les collections de la bibliothèque donc, ne s'arrêtent pas au relevé de mise en scène, puisque en fait, toute une documentation a été rassemblée autour des relevés, des affiches, des programmes, des photographies, sans compter des fonds d'archives ou de manuscrits. Voilà, c'est un peu comme ce qu'on disait avec la BNF, qui peuvent comprendre des documents sur bâti. Donc là, on a aussi un volet de documentation à la bibliothèque historique avec des programmes, des coupures de presse. Donc on a un fonds de coupures de presse important sur le théâtre Montparnasse, par exemple. Les coupures de presse sont classées par théâtre, donc ça vaut le coup de faire, si on a besoin de compléments, de venir chez nous regarder. Et puis on a un énorme fonds de programme aussi classé par théâtre. Donc là, j'ai juste fait un petit... je suis allée voir, voilà. Mais je pense que vous avez l'équivalent à la BNF, mais on ne sait jamais. Oui, voilà. On ne sait jamais. Tous ces programmes, à la fois on en a beaucoup et on se rend compte qu'il nous manque. Voilà, parce que nous on vient avec l'aide d'une stagiaire de l'Institut d'études théâtrales de réintégrer beaucoup de programmes dans nos collections. On pensait qu'il y aurait énormément de doubles et en fait il y en a très peu, quoi. Alors que c'était des programmes. Donc c'est voilà. Donc ça vaut toujours le coup d'aller voir partout, en gros. Donc ça, c'est Tête de rechange, toujours, au studio des Champs-Élysées, en 1926. Et le Simoun, dont on parlait tout à l'heure, au Théâtre Pigalle. Voilà. Oui. Avec cette esthétique, même dans le programme, très art déco, très moderniste, correspond à celle du théâtre. Pour ceux qui étaient là ce matin, le premier personnage qui est décrit, c'est Habib Benglia, cet acteur noir. Et je vois que dans l'esprit d'époque, l'indication du personnage, c'est le négro. Enfin, c'est pas Bati qui a voulu ça. Oui, non, mais c'était le... Mais Bati a fait, je pense c'est à la BNF, il y a des maquettes d'un projet pour Othello. Il songeait à monter Othello peut-être avec Habib Benglia. C'est un acteur qu'il apprécie beaucoup. Voilà. Alors du côté des correspondances, on n'en a pas beaucoup. On a quelques lettres dans un fonds, on a un fonds Benjamin Crémieux dans lequel il y a quelques lettres adressées à Bati, quelques lettres de Bati, pardon. Et puis il y a un petit lot de lettres adressées à Bati par l'UNIEPO en 1914 à propos des représentations de l'annonce faite à Marie au Grand Théâtre de Lyon, au temps où Bati... il n'avait pas encore commencé officiellement sa carrière théâtrale, mais il s'était quand même occupé de monter l'annonce faite à Marie. Donc voilà, ça c'est la correspondance de l'UNIEPO qui lui demande des choses très techniques, très précises. Le deuxième plan, étant donné la dimension du grand théâtre, ne saurait être sacrifié. Voilà, c'est très... Donc il y a un petit lot de lettres, 5-6 lettres sur ce sujet. Voilà. Et enfin, troisième type de document, c'est les photos. Donc là encore, je pense qu'on a pas mal de photos qui sont déjà à la BNF. On a tout un fonds de photos de scène qui sont classées par titre de pièce, qui sont pas, pour l'instant, le catalogue n'est pas public, pas en ligne. Mais il va l'être, on y travaille. Donc j'ai fait des petits sondages, donc j'ai écrit mes châtiments, cri des cœurs, mais on a l'équivalent, je pense, à la BNF. Est-ce que c'est qu'en fond, c'est une bibliothèque? Oui, c'est une bibliothèque. En fait, c'est un décor, une coupe de maison, et il y a un rideau translucide, et on voit 4 appartements, et la pièce va nous montrer 4 destinées à l'intérieur de cette maison. Ça s'appelle Cri des cœurs, donc c'est un peu doloriste. C'est assez beau. Et au milieu, il y a un atelier de sculpteurs qui sculptent obstinément. En revanche, ce qui est peut-être plus intéressant, et que vous ne savez peut-être pas, c'est que donc les archives de l'agence Roger Violet ont été depuis peu rattachées à la bibliothèque historique. Et ces archives contiennent plusieurs fonds qui intéressent les arts du spectacle, des fonds photographiques, donc notamment Albert Harling et surtout Boris Lipnitsky.
Et donc Lipnitsky en particulier a photographié beaucoup de spectacles de Bati. Et chez Roger Viollet, il y a non seulement les épreuves, telles qu'on peut les retrouver dans les dossiers de la BNF et dans nos dossiers de photos de scène, mais il y a aussi les négatifs. Et donc les négatifs, c'est souvent un reportage entier, dont seulement quelques épreuves ont été tirées, mais il peut y avoir beaucoup d'autres photos intéressant un spectacle, par exemple. Voilà. Donc je peux pas. Là, ce que je vais vous montrer, c'est des choses qui viennent de chez Roger Viollet, mais qui sont. Je ne sais pas si c'est à partir des négatifs ou à partir des épreuves, ça. Mais voilà, c'est quelques photos Roger Viollet. Donc le Simone toujours. Voilà. La marionnette, c'est Billy en bois. Voilà. Ah ben voilà, c'est Billy en bois, c'est Albert Arlingue. Et puis. Il avait des boucles d'oreilles. Ah oui. Et ça, vous l'avez, c'est une des marionnettes. Vous en avez une comme ça? Oui. Il est un drôle, il est habillé en curé. Et on ne sait pas trop à quel spectacle ça se rattache. Il n'a pas la tenue habituelle de Billy en bois, qui avait un chapeau de forme, enfin qui avait un peu un look qui était toujours le même d'un spectacle à l'autre, mais il devait bien de temps en temps se déguiser. Mais il a toujours la boucle d'oreille. En tout cas, souvent, il a cette boucle d'oreille. Et un nez comme ça tout retroussé. Oui, tout à fait. Et c'est un compagnon, enfin comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un compagnon menuisier, enfin ébéniste. Oui, qui fait le tour de France. Oui, et à chaque endroit, à chaque région se rattache une légende. Et Bati avait écrit toute une série de pièces. Mais c'est un bel hommage à l'artisanat, en fait. Oui, le fait de mettre comme figure essentielle de ces marionnettes un compagnon du Tour de France. Ben oui, ça s'est écrit dans les années 40, ça. Donc, idéologiquement. Intéressant. Si j'ose dire une chose personnelle, c'est quand j'ai décidé de travailler sur Bati en voyant les photos. C'est-à-dire, j'avais vu les photos des gens du cartel, tout ça m'intéressait beaucoup. Mais celle de Bati, ça m'a vraiment intrigué. Je me dis, mais les photos de ces spectacles sont plus frappantes que les photos. Ça ne veut pas dire que le spectacle n'est pas, mais enfin. Et donc j'ai voulu savoir comment c'était fait, cette histoire-là. Et c'est comme ça que j'ai passé beaucoup de temps dans les archives. Donc pour en finir avec ces négatifs Roger Viollet, pour l'instant, c'est partiellement inventorié, mais voilà, s'il y a des spectacles qui vous intéresse particulièrement, c'est toujours possible d'écrire à la BHVP et on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pu trouver sur Bati dans le fond, mais c'est déjà bon. Mais voilà. Donc je vous donnerai la liste des pièces de 4 Montparnasse. Moi je vais être un peu obligé de travailler. Eh ben voilà. Allez. Agathe ? Oui, alors je prends la suite. Donc, à la BNF, au département des arts du spectacle, on a donc l'exemple d'un fonds d'archives de producteurs qui est lui-même inclus dans une collection un peu plus vaste. À la bibliothèque de la Comédie Française, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire on trouve du Gaston Bati dans un fonds qui est un fonds de producteurs, qui est celui du théâtre de la Comédie Française. Donc, qui est inclus, il y a des choses qui est inclus complètement dans ce fonds, donc il faut aller chercher dans plein de ramifications, dans plein de séries, qui sont des séries constitutives de ce fonds plus général. Donc, comme vous l'avez rappelé, la collaboration commence en 1936 avec la Comédie Française, au moment où Édouard Bourdet devient administrateur général. Donc l'administrateur général, en gros, c'est le directeur artistique. Et cette personnalité qui est un auteur donne comme condition d'arriver à la tête de ce théâtre de pouvoir réellement faire de la mise en scène et donc d'avoir à ses côtés des metteurs en scène contemporains, effectivement proches ou issus du cartel, qui sont Jouvet, Bati, Copeau et Dulin. Et c'est d'ailleurs quelque part un peu l'entrée dans cet établissement de la mise en scène moderne. Auparavant, c'était, alors à quelques exceptions près, c'est souvent les acteurs qui font la mise en scène ou qui règlent la répétition, comme on disait. Donc, ce sont des placements qui donnent lieu d'ailleurs aussi à des relevés de mise en scène. Et on se transmet un peu ces mises en scène d'acteur en acteur.
Mais voilà, on est plus dans une vision un peu décorative de la mise en scène. C'est-à-dire on va faire un décor, des costumes et on va placer à peu près les acteurs, mais il n'y a pas de réflexion sur une unité globale, à quelques exceptions près, hein, bien sûr, c'est un peu schématique, mais en tout cas, la figure du metteur en scène n'est pas encore entrée dans ce théâtre-là, en tant que personnalité artistique autonome, qui vient aussi avec une équipe, un décorateur, un costumier. Donc ça arrive à ce moment-là, en fait, en 1936, et d'ailleurs c'est les premiers temps, enfin c'est la première fois qu'on va voir le nom du metteur en scène sur l'affiche aussi. Voilà, donc c'est un peu le contexte. Donc moi j'ai repéré 8 collaborations avec la Comédie Française qui s'échelonnent de 1936 à 1949. Et une collaboration qui n'a pas abouti, qui est Roméo et Juliette en 1939, pour le spectacle pour lequel on a beaucoup de documentation, mais qui ne s'est pas fait. Alors je veux dire que je n'ai pas fait la recherche, c'est-à-dire que ça serait vraiment à vous, chercheurs, d'aller voir pourquoi on n'a pas monté ce spectacle. Mais en tout cas, on a par exemple toutes les maquettes de costumes qui sont très belles. Donc ça serait intéressant par exemple d'enquêter là-dessus. Mais alors pourquoi je dis ça aussi, c'est que donc là on n'a pas de fond, on va dire le fond est un peu dispersé, le fond bâti de cette collection-là est un peu dispersé partout. Donc par exemple pour avoir l'explication de pourquoi ce spectacle ne s'est pas fait, il faudrait sans doute aller voir dans le registre du comité de l'époque, donc le comité qui est un peu l'organe exécutif du théâtre, qui est composé de comédiens et de l'administrateur général, pour voir s'il y a des discussions à propos de cette mise en scène, pourquoi on n'a pas monté ce... En tout cas, il y a un dossier Gaston Batti, il y a de la correspondance avec les administrateurs, mais il n'est pas fait mention de ce spectacle-là. Alors, pour chercher dans nos fonds, donc évidemment, il faut aller voir dans toutes les séries qui composent ce très vaste fond. Donc il y a de la presse, il y a de l'iconographie avec beaucoup de photos de scène pour chaque spectacle, des programmes, des affiches. Alors les relevés de mise en scène, on en a un pour chaque mise en scène, chacune des mises en scène. On a également aussi des conduites lumière, conduites régie, conduites figuration. Les partitions également, donc il a travaillé avec André Cadou pour différents spectacles, avec Jacques Ibert aussi, avec Marcel Delannoy. Voilà, donc certaines choses sont cataloguées dans notre catalogue qui s'appelle Base Lagrange, qui n'est en ce moment pas accessible en ligne, mais c'est à chaque intervention. Je ne désespère pas qu'il le soit très prochainement. C'est ainsi, voilà, ça devrait être incessamment sous peu, on va dire. Donc voilà, on a, si vous voulez, dans le catalogue, on a catalogué ce qui est envisageable de cataloguer dans ces séries, donc les maquettes de costumes, de décors aussi, les relevés de mise en scène, les conduites, les recueils de coupures de presse. Mais comme à la BHVP, l'iconographie est un tel fond absolument gigantesque que c'est compliqué. Donc exactement de la même manière, c'est classé par titre de pièce et on retrouve quand même très facilement les choses. Mais simplement, il faut venir à la bibliothèque pour avoir connaissance de ce qui existe. Voilà, donc pour vous dire un peu les pièces. En fait, il a certainement repris... peut-être des mises en scène qu'il avait fait par ailleurs. Il y a le Chandelier de Musset, donc ça c'est la première mise en scène en 1936. Si j'ai un chandelier, moi. Ouais. Le Simoun en 1937, avec de très très belles maquettes de costumes de Bétour, qui était le costumier maison pour le coup, donc il s'est vraiment inscrit. Mais maquette de décor de Fuerst. Oui, Fuerst. Voilà. Donc c'est un peu une association entre les personnels maison et l'équipe qu'il a habituellement. Le Chapeau de paille d'Italie, effectivement, qui s'est joué très longtemps, en 1938. Donc ce spectacle non réalisé, Roméo et Juliette. Ensuite Arlequin poli par l'amour, donc là on est après-guerre, en 1936,
en collaboration avec 46, avec Jacques Charon, avec des maquettes planes d'Émile Bertin, Bérénice en 46 toujours, avec les maquettes de costumes de Marie-Hélène Dasté. Grosse dispute critique autour de Bérénice. Ouais. Oui, parce qu'il montrait les ruines de Rome derrière, en fond de décor. D'accord. Une invention de metteur en scène qui avait suscité des disputes. Ouais. Les costumes sont extrêmement beaux. Non, il n'y en a pas, les Berlin, les costumes Non, je suis bonne trompe. D'accord. Comédie française. Bah peut-être, ouais. Je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Bon, à vérifier. Sappho d'Alphonse Daudet et Adolphe Bello en 1948 et L'inconnu d'Arras d'Armand Salacrou en 1949. Voilà, donc on a vraiment les relevés de mise en scène de toutes ces mises en scène. Et puis par ailleurs, qu'il a un dossier en tant que metteur en scène où il y a un petit peu de correspondance. Et au musée, on a une médaille à son effigie, qui est un peu une médaille commémorative, et 2 portraits de lui par le dessinateur Bils. Voilà, oui, BILS. Voilà, mais en fait, c'est vrai que comme ces archives sont vraiment fondues dans le fonds Comédie Française, c'est aussi intéressant pour, on va dire, un jeune chercheur, parce que ça pousse à aller chercher un peu dans toutes les séries de ce grand fonds et du coup de donner un peu une clé d'accès facile, puisqu'on peut tirer les fils assez facilement, pour un peu envisager ce fonds globalement. Donc ça peut être une recherche intéressante, mais qu'on peut mener aussi sur d'autres metteurs en scène. En termes de costumes, en revanche, j'ai pas du tout cherché, mais on n'en a pas. Ouais, on n'en a pas exposé au moment de l'expo Comédie Française, donc à mon avis, je pense pas qu'il reste grand-chose. Mais en même temps, le costume de Marie-Hélène Dasté, ça serait quand même étonnant qu'on n'ait pas gardé. Voilà, donc un peu pour avoir un panorama global. Un panorama de ce que vous avez. Ouais. Merci. J'ai une petite question à propos des affiches. Donc là, tu disais que le nom de Gaston Batti apparaissait comme metteur en scène en 1936 sur l'affiche. Oui, alors ça, il faudrait que je vérifie. Parce que, oui, c'est ça, c'est Batti. Mais est-ce que... Enfin, je ne sais pas si c'est Batti le premier, c'est ceux du cartel. Oui, c'est en ça. 36. Oui, mais par exemple, je sais qu'en 54, quand Piscator est à Paris, il s'étonne de ne pas voir sur les archives de la Comédie Française le nom du metteur en scène. Un retour en arrière. Alors, c'est intéressant aussi de poser cette question-là parce qu'on voit le comportement en fait de la critique et de l'opinion publique française par rapport à la fonction du metteur en scène. Mais je pense que c'est pas un hasard, c'est qu'en fait, donc il y a eu cette grande période des années 30 à la Comédie Française et qui se prolonge pendant la guerre, en fait. Il y a vraiment une fonction assumée du metteur en scène qui se perd un petit peu après-guerre. Donc d'après les affiches, on peut aussi voilà. On retourne après-guerre pour des questions économiques à des mises en scène maison avec beaucoup les comédiens qui font eux-mêmes les mises en scène. Mais où le terme metteur en scène disparaît sur l'affiche. Oui, ça apparemment, parce qu'il était scandalisé de voir on travaillait au théâtre, à Piscator français, sans metteur en scène. Et là, j'ajouterais juste une chose. Enfin, il y a encore des choses à montrer là ? Non, pas pour. Non, d'accord. Juste parce que quand même, pour montrer aussi combien il est d'avant-garde, en fait, entre guillemets, sans l'être d'avant-garde, oui, sans l'être vraiment. Il est à la fois réac et d'avant-garde. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est très curieux. Bah oui. Et parce que le texte donc que Gérard a publié donc dans la petite collection Mettre en scène, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est un texte où il dit que c'est un article où il dit que le texte, oui, c'est important, mais qu'au théâtre, il y a beaucoup d'autres choses importantes, c'est-à-dire il y a tout ce que fait l'acteur et le metteur en scène, il y a la lumière, il y a la musique, il y a les couleurs, il dit très bien toutes ces choses-là. Et les responsables de la revue dans laquelle il publie cet article notent
Monsieur Gaston Batty est responsable de tout ce qu'il dit dans cet article. C'est-à-dire qu'il se dédouane totalement de l'affirmation, de la fonction de metteur en scène que Batty donne. C'est vous dire aussi qu'il n'a pas dû travailler dans des circonstances, dans un climat si facile que ça, me semble-t-il, en fait. Voilà, Peut-être je vais juste ajouter ça me fait penser à une chose, peut-être, puisqu'on parle de la Comédie Française, c'est que ce qu'on ne doit pas oublier pour le théâtre du Cartel et pour Batty comme les autres, c'est qu'ils fonctionnent comme des entrepreneurs privés. Et on l'oublie un peu parce qu'aujourd'hui, on vit tellement dans un monde du théâtre public et du théâtre subventionné que finalement, on oublie que ce sont des théâtres privés et que le Cartel se préoccupe du soutien de l'État avec les spectacles subventionnés au moment de l'exposition universelle de 1937, avec justement l'entrée comme ça de ces metteurs en scène dans le théâtre national qu'est la Comédie Française, donc avec aussi le fait qu'ils travaillent pour la radio, donc en un sens ils sont subventionnés, mais ils le souhaitent tout en s'en méfiant. C'est-à-dire que c'est pas du tout dans la problématique où on est aujourd'hui, où on attend de l'État qui vienne quand même soutenir la création. À l'époque, il tenait aussi, et on trouve j'ai lu là justement en préparant des phrases de Batty, où, enfin voilà, il se méfie aussi de la mainmise que pourrait avoir les pouvoirs publics sur leur propre fonctionnement. Donc, c'est une chose, je trouve qu'on a un peu tendance à oublier quand on voit ces figures-là. Oui, il fallait tourner leur théâtre. C'est pour ça qu'on a, dans certains cas, une longue série de représentations, ou dans d'autres cas, chacun de ces metteurs en scène avait 1 ou 2 spectacles qui le permettaient, quand il faisait un four, de réenchaîner vite avec un spectacle qui allait remplir la salle et qui allait leur permettre de s'en tirer. Jouvet avait ses chouchous, et puis Plitoeff, pareil, Plitoeff en plus avait une pièce pour quand sa femme attendait un enfant. Et donc ils ont une gestion de leur répertoire qui tient des états financiers, de l'état des finances, de l'état des choses comme ça. C'est ce que dit très bien, il y a un ouvrage qui est paru là, il y a 2 ans, 3 ans, sur Marc Véron, sur l'économie de la compagnie Louis Jouvet, voilà, qui montre très bien, tout d'un coup, qui nous ouvre les yeux sur pourquoi il a choisi le Normand plutôt que Pellerin. Voilà, on cherche des raisons très littéraires et parfois elles sont... Oui, il savait que Batty savait que Maillat allait remplir la salle, et donc ça lui permettait de... Et ils faisaient tous pareil, ils avaient tous pareil... Et Dulin rejouait une fois l'Avare, et puis ensuite, ça lui permettait de préparer un autre spectacle qui allait faire un four terrible, mais il voulait quand même le monter. Il y a idéologiquement, c'est une autre idée. On veut à tout prix monter cette pièce, on fait tout ce qu'on peut pour que ça marche. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Enfin, ça fait partie. Donc ils ne sont pas dans la prudence extrême vis-à-vis du répertoire. Et quand ça marche, ça veut dire sûrement que les gens n'hésitent pas à revenir voir. Oui. Et c'est aussi tout à fait important parce que ce n'est pas du tout la pratique d'aujourd'hui, en fait, où, en tout cas dans le théâtre français, vont rarement revoir un spectacle. Il y a une raison à ça. En général, quand on a beaucoup apprécié le spectacle, on n'est pas tout seul. Et donc, c'est toujours absolument impossible à la dernière minute de retrouver une place pour voir un spectacle qu'on a apprécié. Le temps d'exploitation est trop court pour ça. Et s'il faut attendre une saison supplémentaire pour aller le voir en province ou réciproquement, c'est pas simple. Alors, je reprends juste la parole un tout petit moment pour représenter ceux qui ne sont pas là, parce que dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure, j'ai omis de mentionner que tiens, ça marche plus, c'est dommage, que Brigitte Sanvoisin, qui devait venir parler de ce qu'il y a au musée Gadagne, m'a demandé de l'excuser auprès de vous. Elle est absente pour des raisons qui sont indépendantes de sa volonté. Et donc, elle a pris le temps de m'envoyer un petit récapitulatif de ce qu'il y avait au musée Gadagne. Alors là, évidemment, on a encore un autre angle, qui est celui d'un musée qui est consacré aux arts de la marionnette. Enfin, c'est en tout cas comme ça qu'il s'appelle maintenant. Si je lui ai demandé, c'est parce que dans une des premières salles, même pas de la partie marionnette, mais de l'ensemble du musée, ce qui s'affiche sur le mur, c'est une citation
de bâti sur la marionnette. Donc je me suis dit, il y en a forcément. Et en fait, au vu de ce qu'elle m'a envoyé, c'était terriblement décevant. Alors ça l'est pour toutes sortes de raisons, parce que quand même le lien de Gaston Batti avec Guignol est très fort, on en a parlé. Parce que donc je m'attendais à y trouver beaucoup de choses. Et alors en réalité, il y a très peu de choses. Il y a quelques livres qui sont des éditions d'ouvrages de Batti, dont une avec une dédicace de Batti, c'est à peu près tout. Un certain nombre d'articles de presse, mais qu'on trouve partout ailleurs. J'ai vérifié pour la plupart d'entre eux. Dont quelques-uns qui concernent le décès de Batti et finalement voilà une édition des marionnettes à la française. Enfin rien de très affriolant. 2 affiches qui sont pas tellement mieux que ce qu'on a à maison, donc on va en reparler immédiatement de ce que nous avons ici. Une correspondance de Batti avec Nifthauser, je ne sais pas comment vous prononcez la chose, qui date de 1932. Et puis, voilà, mais dont j'ignore comment on prononce son nom. Donc, voilà, celui-là. Et puis, donc, l'affiche de 32 du déménagement, qui est donc une pièce de Mourguet, c'est-à-dire un Guignol. Le théâtre s'appelle Bille en bois, mais on n'y trouve pas le personnage de Bille en bois, puisque donc c'est Guignol. Que voici ici, donc celle-là, ils l'ont. Et puis Niafron qui est là, et c'est tout. Ce qui fait quand même, franchement, pas baiser. Je croyais qu'ils avaient une marionnette de Méphisto. Et non, il est à la bâtisse. Et c'est le deuxième grand absent. D'accord. C'est Gabriel Hermann-Prick qu'on n'a pas pu inviter pour la bâtisse et pour évoquer cette maison. Reçu, mais je pensais qu'il y avait 2 exemplaires. Moi, j'en avais vu un à Gadagne. Pour moi, ils avaient Méphisto. Ouais. Et bien moi, j'ai trouvé à la bâtisse et c'est tout. Dont Faust à différents âges de sa vie, c'est vraiment assez drôle de le voir quand il est encore en pleine possession de ses moyens de plus en plus maigres. Donc c'est plusieurs marionnettes. Mais malheureusement, on n'a pas le spectacle complet. Ouais. Elle a peut-être pas tout enlevé. Alors, elle me dit elle a fait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a pas mal de divergences avec ce qui apparaît sur le PAM, le portail des arts de la marionnette, avec une référence qui est celle de Gadagne, mais ils n'ont pas l'air d'accord pour savoir où sont les choses. Donc là, c'est quand même. Ça mériterait qu'on aille creuser un petit peu. Et voilà pour Gadagne. Alors peut-être maintenant que je t'ai quand même tendu une voix royale en t'expliquant qu'il n'avait rien et qu'on avait mieux, c'est à toi, Céline. L'entrée par la marionnette, c'est très bien. Je vais juste peut-être rappeler, moi, la seule trace que j'ai trouvée de la façon dont le don est arrivé, enfin d'ailleurs ce n'est pas un don, c'est une vente. La veuve Batti a vendu pour 100 000 francs de l'époque des livres de Gaston Batti à la Sorbonne. Et les livres ont été achetés anciens francs, voilà. Donc je pense que ça représente une très belle somme. Moins que les nouveaux francs. C'est moins que les nouveaux francs. Alors après, si on compare un peu, il y a 4200 volumes. Donc c'est raisonnable, voilà. Pas des alors voilà, en fait, nous avons récupéré la bibliothèque de Gaston Batti. Alors tous ceux qu'elle vous a vendus. Voilà, c'est ça. Donc on les a. Alors, je sais qu'entre le déménagement entre la Sorbonne et ici, il y a une caisse de livres qui est tombée du camion, avec des choses pas piquées des verres, visiblement, voilà, qui du coup sont sorties de l'inventaire. On cherchait partout, fouillé dans les caves de la Sorbonne, mais impossible de retrouver cette caisse de livres. Donc il y a un petit trou dans la collection initiale. Mais sinon, donc, on a récupéré effectivement les livres et la collection a été co-achetée par le CNRS et la Sorbonne. C'est un achat partagé. Et ça c'était avec Jacques Chirac. Voilà, c'est ça. Qui était proche justement du tabou à ce moment-là. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ça a donné aussi l'idée de la création de l'Institut théâtral. Je ne refais pas l'histoire. La particularité chez nous, c'est que l'arrivée en fait du fonds Gaston Batti
la première chargée de faire ça, la personne qui a dressé l'inventaire, a construit en fait la classification de notre bibliothèque à partir de donc les cotes qu'on utilise actuellement, ce sont celles qui ont été inventées pour classer les livres de bâti. Donc finalement, c'est comme si on avait, c'est un accroissement permanent depuis 60 ans de la collection, ce que je trouve assez beau. C'est un peu dommage, on va perdre cette classification en déménageant à Nancy, en passant à la durée des périodiques. Le partage a été fait comme ça dans la collection. Alors l'intérêt de ces volumes, pour moi en termes de médiation, ça me permet d'expliquer à des étudiants que, vous voyez, les hommes de pratique, ils lisent beaucoup. Qu'un metteur en scène, c'est pas juste quelqu'un qui se met sur un plateau et qui dirige des acteurs comme ça. Ça me permet de leur expliquer que pour faire du théâtre, quand on a une pratique, il faut lire aussi beaucoup, savoir ce que les autres font, lire des pièces de théâtre. Et l'intérêt, après bibliophilique du fonds Gaston Batti, c'est le grand nombre de dédicaces. 50 à 60% des livres sont dédicacés par le Normand. On a cité beaucoup de noms. Voilà, tout ça, c'est... D'illustres inconnus. Voilà, aujourd'hui, d'illustres inconnus. Mais c'est vrai que vous l'aviez dit au tout début, avec cher maître. Le maître, là, ça revient dans quasiment toutes les dédicaces. C'est très touchant. Oui, parce que c'était pas pour se moquer de lui, mais c'était un vocabulaire d'époque, peut-être. Oui, un vocabulaire d'époque. Batti était un personnage un peu sérieux, semble-t-il. Oui, dans ses portraits, d'ailleurs, quand on le voit dans les portraits photographiques, on voit bien il y a quelque chose d'un peu austère dans sa figure. Oui, aussi. Mais les témoignages, mais là, moi j'ai pas vu ces spectacles-là non plus, mais les témoignages disent que c'était quand même quelqu'un avec qui il était très agréable de travailler parce qu'il savait très précisément ce qu'il voulait et qu'en même temps, à un moment donné, face au fait qu'il n'était pas lui-même acteur, encore que je pense qu'il aurait pu se débrouiller, il comptait sur ses acteurs, et notamment sur l'ossature de sa troupe, pour faire fonctionner l'ensemble. Par exemple, les jeunes comédiens étaient formés par Marguerite Jamois, par Lucien Nat, par Pierre Renoir, qui étaient d'excellents comédiens. Donc c'était aussi un esprit qui me paraît intéressant. Il est à la fois metteur en scène très important, il n'est pas metteur en scène tyran, au sens où il ne dit pas faites ci, faites ça. Et que cette relative mise à distance du statut d'acteur est assez particulière. Alors après, pour finir la description très rapide de boîte contenant des archives touchant à la marionnette. Donc la correspondance avec les Pajot-Walton, donc uniquement les lettres des Pajot-Walton. Puisqu'on n'a jamais, dans notre fond, il n'y a jamais aucun mot de Baptiste, on ne les a pas, c'est ce qui est logique dans les effets de correspondance. Il y a beaucoup de choses aussi sur... alors c'est des choses qui m'échappent vraiment, parce que le monde de la marionnette, je le connais très mal. Des choses sur les crèches Joly. Ah oui. Voilà. Alors ça, le théâtre Joly a été un théâtre de marionnettes très important à Lyon au début du XXe siècle et qui a été fréquenté. Et alors paraît-il, c'était un sujet d'amitié entre eux, par Dulin et par Batti, quand ils étaient gamins. Et on emmenait les enfants au théâtre Joly, qui était un théâtre de marionnettes très élaboré, qui avait beaucoup de succès, mais qui a ensuite, avec le développement du cinéma, a disparu donc au début du XXe siècle. Mais il y a toute une génération de gens, ou plusieurs générations, qui avaient des souvenirs de ce théâtre Joly, des marionnettes qu'il y avait, et Batti a rassemblé beaucoup de documents là-dessus. Oui, c'est ça. Il y a des programmes aussi, des affiches, des affiches à placarder. Batti a collectionné du coup. Il a fait un ouvrage là-dessus. Il a fait un livre sur le théâtre Joly pour garder la trace de cela. Ouais. Voilà. Et donc, alors après, il y avait des hypothèses dans certains de ses décors, notamment celui pour les Caprices de Marianne, il avait cité presque un panneau de décor du théâtre Joly. Enfin là, il fallait être allé au théâtre Joly, qui était un tout petit théâtre à Lyon, pour s'en apercevoir. Et Billanbois, sur le Castelet, il y avait marqué théâtre Billanbois. C'était la première étape en 1932, où Madame Batti, alors on ne dit pas assez, mais Jeanne Batti avait fait les costumes, avait travaillé sur les marionnettes et avait contribué à travailler à cette série de spectacles de marionnettes.
D'ailleurs, il me semble que ce qu'on voit dans l'exposition là-haut, le spectacle, c'est un spectacle de la première des années, plutôt début des années 30, c'est ce qu'on avait compris, il me semble. Oui, je pense que c'est quelque chose. C'est pas la queue de la poêle, non, la langue des femmes, c'est pas le moment où il fait une vraie compagnie, où il cherche des. C'est une première tentative de faire des marionnettes, et d'ailleurs, je pense que c'est assez intéressant parce qu'ils sont quand même dans un groupe à ce moment-là de gens qui s'intéressent à la marionnette à la fin des années 20, au début des années 30, puis après ça s'effiloche un peu, mais où Madame Batty joue un rôle, etc. Et ces esquisses de décor, photos de Guignol, tout ça est un peu mélangé dans les dossiers, ce qui montre bien les influences, le travail. Et puis la particularité de ce Jean-Louis Temporal, qui a été un des collaborateurs de Batty. Ah oui, là, il a fait partie de l'équipe que fonde Batty pendant la guerre, oui. Donc, les photos, tout est estampillé. C'est lui qui a fait le dessin. C'est lui qui a fait. Je ne sais pas, j'ai aucune trace sur. Mais lui aussi citait toujours j'avais regardé 2-3 brochures de lui et des choses comme ça de Temporal, il citait toujours Batty comme ayant joué un rôle décisif. Alors il était déjà marionnettiste quand il a commencé à travailler avec Batty, alors que Recoin, non, c'est un peu pareil, il a accompagné un copain. Et puis il s'est dit, tiens, c'est intéressant les marionnettes. Et il ne savait pas du tout que ça allait l'intéresser comme ça. Et en 48-49, il monte une version de Faust en marionnette, par Batty, qui fait l'adaptation, etc. Le spectacle part en Allemagne, alors je ne sais pas s'il y a les premiers et les deuxièmes, il n'y a pas beaucoup de spectacles qui faisaient ce va-et-vient en 49, sitôt. Batty ne peut pas l'accompagner. Bien des années plus tard, Alain Recoin a fait sa propre version pour marionnette de Faust. Et lorsque Antoine Vitesse, occupant le TNP, dans le Palais de Chaillot, a monté sa version de Faust, tout à fait extraordinaire, il s'entendait très bien avec Recoin, et il a demandé à Alain Recoin de faire une version pour marionnette, et il avait 20 minutes, le temps de l'entracte. Et donc, dans les couloirs du TNP, il jouait. Alors, on passait nous 3 heures dans le spectacle, ça n'en finit pas, Faust. Et là, en un quart d'heure, on avait comme ça. Mais c'est très beau. Et Recoin me disait, mais pour lui, quand il jouait Faust, c'était en même temps dans le souvenir. Alors, c'est pas du tout de reconstitution, c'était sa version à lui, mais il avait tenu la marionnette de Faust dans le spectacle de Batty. Donc dans les transmissions, là, il y avait quelque chose d'assez beau, d'assez touchant. Je peux dire une autre chose, je peux dire une anecdote ou pas? Non, c'est parce que Béatrice est là, et à l'occasion du colloque Jouvet, elle avait fait une intervention et elle avait parlé de la visite de Meyerhold en France, et Meyerhold était absolument ébahi et emballé par l'appareillage qu'avait Jouvet pour faire des effets sonores. Et donc, elle raconte ça, et puis du coup, très intrigué, je suis retourné à la BNF pour voir, dans les magnifiques collections de la BNF, c'est ça, le cahier de mise en scène de Jouvet pour la machine infernale de Cocteau, et parce que je l'avais vu pour faire une édition, etc. Et j'avais lu, et donc les archives, c'est bien parce qu'on peut y revenir, et puis on s'aperçoit qu'on a raté des informations, et notamment en regardant de plus près l'organisation de la scène, il y avait marqué, à un moment donné, il y avait une indication qu'un micro devait se trouver au-dessus de la tête du sphinx. Il y a le sphinx, c'est une jeune fille, puis brusquement elle devient le sphinx et elle parle comme ça, d'une façon extraordinaire. Et donc, et de la même façon, il y avait un autre effet sonore, alors où placer le micro, etc. Et sur finalement, les plans de salle, les régisseurs de Jouvet avaient très soigneusement, Barrault, le BA20, avait très soigneusement signalé la présence du micro. Et la première fois que j'ai regardé de près ces cahiers de mise en scène, je ne me suis pas du tout aperçu et je n'avais pas compris qu'il y avait des effets sonores si forts. Et en regardant toujours le même grand cahier de mise en scène, il y avait aussi des effets de lumière, notamment sur la lumière, un éclairage au mercure. Et du coup, je reprends le texte de Cocteau, et Cocteau a inclus dans ses didascalies, donc Cocteau a, au fur et à mesure que le spectacle se fabriquait avec Jouvet, il a inclus dans ses didascalies certains éléments qui venaient de la mise en scène de Jouvet. Donc, notamment, lumière, alors il y a une lumière au mercure, il met ça en note, et puis un peu plus tard, il fait une description, et il ne pouvait pas, la didascalie qui commence le dernier acte, le 4e acte, elle est impossible à écrire, sauf si la mise en scène de Jouvet est là. Et donc, le texte que nous avons de la machine infernale, alors qu'il publie très tôt, et il n'a plus jamais recorrigé, alors que dans le manuscrit qui est à la BNF aussi, il y a et à la BHVP,
il y a une multitude de corrections. Jouvet lui a incité Cocteau à faire une pièce plus courte, et donc il y a un bon tiers du texte qui a sauté. Mais dans aucune, il a réédité sa pièce plus tard, Cocteau, jamais il n'a réintroduit ces éléments-là. Et donc là, c'est aux archives qu'on peut s'apercevoir de ce travail d'échange, finalement, entre un metteur en scène et un auteur, dont on a la trace, là. Il y a des traces de la mise en scène de Jouvet dans le texte publié par Cocteau, mais tout de suite, dès 1934. En juin 1934, il le publie et Jouvet est dedans. Sans le savoir, peut-être. Ce qui est enfin bon, c'est un petit peu en dehors de ce qu'on dit, mais c'est super important, comme quoi un autre regard sur l'archive peut apporter des choses qui remettent en question même l'histoire du théâtre. Parce que c'est là où on voit que Cocteau, il écrit, c'est pas l'auteur roi. C'est plus un auteur roi, c'est un auteur qui est aussi sous influence du metteur en scène. Donc ça va absolument contre tout ce qui est écrit à l'époque, en fait. Donc je pense que c'est un exemple de comment à partir des archives, les différents regards des chercheurs, en fait, peuvent s'entraider en s'entrecroisant pour arriver à décrypter les archives autrement et à raconter l'histoire autrement. Donc c'est des gouffres qui s'ouvrent devant la recherche. Mais ça n'en finit pas, quoi. Et ça n'en finit pas. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que je vois tout l'intérêt du fond de Paris 3, c'est aussi pédagogique pour les voilà. C'est enfin le fond en lui-même et sa composition, ce qu'il peut dire de ce que Batty a acheté, collectionné, de ce qu'il avait à sa disposition. Donc en termes d'environnement intellectuel, littéraire, de quoi il pouvait se servir. Alors comme on le sait, c'est pas parce qu'on a un livre qu'on le lit. Donc il y a aussi de la bibliographie contemplative, mais malgré tout, c'est intéressant. Voilà, est-ce qu'un livre il est dédicacé, donc on lui a probablement envoyé, ou est-ce qu'au contraire il l'a peut-être acheté parce qu'on voit une marque de prix, ou il n'est pas dédicacé. Donc cette composition de sa bibliothèque, est-ce qu'il achète particulièrement tel auteur ou tel autre, c'est à mon avis très important de pouvoir l'explorer aussi sous cet angle-là. Je peux juste ajouter quelque chose là-dessus. Enfin, je pense que Batty a un rapport à la revue et aux périodes, le magasin théâtral, enfin, voilà, ou alors des choses achetées aussi. Enfin, il y a un côté collectionneur aussi chez Batty, il y avait des éditions du XVIIIe siècle, voilà, il y a des très belles choses. Mais l'aspect revue m'a toujours beaucoup frappé quand l'organisation du fonds. Et par contre, visiblement, il n'a pas collectionné de marionnettes. J'ai pas. C'est assez étonnant. Voilà. On aurait pu penser que étant dans la marionnette des années 20, voilà. À ce sujet, je voudrais juste faire état des travaux que les étudiants ont fait dans le séminaire Mémoire des arts et du spectacle vivant. Donc, ils se sont emparés de chacun d'une archive. Et l'an dernier, enfin, tout ça sous la conduite de Céline Merson, bien sûr, l'an dernier, une étudiante a travaillé sur une lettre qui date de 1919, qui est une réponse de Lafarge, le dernier directeur du Théâtre Joly, à Gaston Batty. Et c'est intéressant, bien sûr, on n'a pas la lettre initiale, mais dans cette réponse, on comprend que Batty cherche, alors, dans le contexte de l'écriture de son livre, mais qui cherche des marionnettes. Alors, est-ce que c'est pour les collectionner, est-ce que c'est pour les voir pour écrire son livre? Mais en tout cas, il lui fait cette demande, puisque la réponse est je regrette. Alors il raconte toute l'histoire de la fermeture de la crèche Joly, du théâtre Joly, un peu crèche Joly aussi, comme mot, et il lui dit que non, qu'à sa connaissance, il lui raconte toute l'histoire de la transformation du lieu en garage, bref, qu'à sa connaissance, non, il cherche très précisément, il donne les noms des marionnettes qu'il recherche. Alors est-ce que c'est en tant que collectionneur ou est-ce que c'est pour documenter son livre? En tout cas, il cherche bien des marionnettes. En tout cas, ça ouvre la question des manques, en fait, en quelque sorte. Des manques avec un point d'interrogation. Parce que on peut imaginer, il peut être possible qu'il ait collectionné des marionnettes et que cette collection soit tombée chez les collectionneurs privés. On peut très bien imaginer ça, parce qu'à côté de tout ce que vous dites, il existe aussi encore les collections privées qui ne sont pas toujours ouvertes, pas toujours connues. Et que, quand on est aussi chercheur travaillant dans les archives, on ne peut jamais rien affirmer jusqu'au bout parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir tout vu jusqu'au bout. C'est ça aussi notre problème.
Les marionnettes, appartenant à la famille Anouilh, étaient connues. Oui, pourquoi elles étaient chez Anouilh? Parce qu'en fait, Madame Batti a vendu les marionnettes de Batti à Jean Anouilh. Oui, ok. D'accord, tout simplement. Et après, à un moment donné, les enfants d'Anouilh ont joué avec les marionnettes. Il y a eu deux marionnettes qui étaient dans un état moins brillant que au départ. Il y en a. Il y en a. Moi, je suis en contact avec Colombe Anouilh et je peux vous dire qu'il y en a encore. Il y en a encore. Ah oui. J'espère que les choses vont aller dans le bon sens. Chez nous, ça peut être dans d'autres. Enfin, ça pourrait être dans d'autres institutions patrimoniales de marionnettes. Resteront en France. Oui, ça, je pense que oui, mais que ça quitte des mains privées. Oui, que ça ait une collection des mains privées. Tu veux dire qu'elle joue encore avec. Gérard Guébert, c'est-à-dire que là, pour le coup, il y a un lien qui s'est créé entre les enfants Anouilh et ces marionnettes, qui n'a rien à voir avec l'histoire du théâtre, voilà, qui est un lien intime des enfants qui ont des marionnettes. Voilà. Et qui, du coup, mais qui perturbe le dialogue. Oui. Mais il y a toujours beaucoup de choses comme ça dans les histoires d'archives. Bah oui, les perturbateurs, comment on pourrait les appeler, je ne sais pas, mais les perturbateurs affectifs, qui entrent en jeu et qui expliquent quelques manques. Voilà. Quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. En fait, c'est vrai que c'est très important qu'il y ait cette bibliothèque, je trouve, parce que la bibliothèque d'un homme de théâtre, je trouve ça très très important. Et c'est rare, oui, et c'est rare que on arrive à avoir toute une bibliothèque, en fait. Moi, je pense que oui, enfin, c'est beaucoup, depuis 800. Oui, pareil, encore une fois, on ne sait pas s'il y a des c'est le cœur. Peut-être qu'il y avait des livres rares qu'elle a vendus ailleurs. Ça, c'est des livres rares, elle cherche des bons. Mais on est toujours dans ce questionnement-là, c'est évident, on ne peut jamais être sûr jusqu'au bout. Il faudrait retenir, j'espère que... C'est rare qu'il y ait dans les... Ou qu'il ait lui-même fait un cahier. Si lui-même a fait un cahier avec des choses en revanche. On faisait beaucoup d'inventaires, parce qu'on a des sortes de registres de théâtres religieux, une sorte de bibliographie, tout à la plume, des bibliographies de théâtres religieux. Je sais pas. Comme il est trisé, enfin Gérard Guébert. Oui. Mais en revanche, je ne sais pas du tout là. Et c'est vrai et surtout il récolte, parce que la lettre que vous citiez qui arrive très tôt, parce que le livre sur le théâtre Joly, je ne sais plus en quelle date il a été publié, je ne l'ai plus en tête, mais il a dû accumuler des documents pendant longtemps aussi, avant de se décider un jour à faire un livre. Et donc il y avait de la marge comme ça. Et j'imagine que tout ça devait être bien rangé. Et donc il y avait cette grande maison à Pélussin qui est dans la Loire et qui est une grande maison. Et donc il y avait effectivement sans doute une énorme bibliothèque, puis sans doute une grosse bibliothèque à Paris et au théâtre Montparnasse, et puis où est-ce qu'il habitait là. Parce que l'étrangeté aussi, je pense qu'on n'a pas tout, parce que c'est principalement du théâtre, il y a très peu de romans. Oui, voilà, toute une catégorie. Dostoïevski, voilà, c'est ça, elle a peut-être vendu ailleurs ou distribué à la famille. Enfin, ils n'avaient pas d'enfants, alors à qui, je ne sais pas qui était. Je pense que Batti était probablement un grand lecteur de romans. Oui, il connaissait bien. Il était passionné par la manche. Et je pense qu'à en juger aussi par les numéros des revues. Il y a quand même un gros travail préparatoire bibliographique, en grande partie fait par Batti ou par ce qu'il avait, où il donnait les indications et tout ça. Parce qu'il y a un numéro sur le théâtre américain de l'époque, un numéro sur... Enfin, il y a plein de choses très, très variées. Liées à son travail d'homme de théâtre, mais assez riche. Où sont passés les de Gaston Batti? C'est la question de la prochaine table ronde. Eh bien voilà, un sujet tout trouvé. Où sont passés les romans de Batti? Dans le carton manquant, probablement, qui va pouvoir alimenter tous les fantasmes. Voilà, c'est le titre de la table ronde, le carton manquant. Le carton manquant de Gaston Batti. Oui, est-ce qu'il y a des questions, des idées, des envies dans la salle? Un sujet de recherche. Je range mes affaires, mais je vais bien répondre. Ariane Oui, moi c'était c'est une question un peu intéressée. Pourquoi vous avez dit que Elle a suivi le plan de classement qui avait été inventé. Parce que c'est le problème d'une bibliothèque, il faut inventer un classement calculé par temporalité.
Et ouais, le problème pour maintenir le classement. Si tout est redistribué dans la prochaine. Ils vont tout vendre. Aujourd'hui, en fait, on est plus avec des catalogues informatiques. Il y avait une question pour toi, Céline. Oui, enfin, non, mais je pense qu'on aurait. Enfin, la question du classement topographique des livres sur les rayons a beaucoup changé avec la question des catalogues et des catalogues en ligne. Donc aujourd'hui, la nécessité se fait moins sentir d'avoir un classement méthodique, et en plus, c'est très difficile à gérer parce qu'il faut aller réinsérer la place, c'est difficile à gérer. Donc aujourd'hui, on a tendance à avoir des suites numériques de livres qui arrivent, quel que soit leur contenu, et on les retrouvera par des catalogues. Et, si le catalogue plante, ce qui peut arriver, problème de oui. serveur, là je peux retrouver tout de suite sans catalogue. C'est ce qui se passe aussi pour la collection Rondel, et qui a aussi son intérêt. Enfin, le classement méthodique a aussi son intérêt. Oui, le classement méthodique, il sert toujours pour les livres en libre accès, pour les gens, pour l'accès direct. Voilà. Et ma question portait, parce que malheureusement je ne peux pas être là ce matin, qu'est-ce qui va se passer avec cette bibliothèque Gaston Mathieu une fois qu'elle sera dans le 20e? C'est le grand Quel est le souci? Non, mais en deux mots. Le souci en un mot, c'est que la BU ici veut fondre les 11 bibliothèques de classement, que tous nos livres. En plus, vous savez bien, les BU ne gèrent pas des fonds patrimoniaux, des fonds d'archives, on les possède ici. Qui passerait au rayon surgelé, donc. Voilà, dans les congélateurs. Et en fait, pour nous, le problème, c'est que c'est un effacement de la spécialité études théâtrales. Donc là, il y a des enjeux disciplinaires. Oui, là, c'est des enjeux scientifiques pour tout le monde, quelque part, parce que c'est symbolique aussi, cette affaire-là. Oui, je pense que c'est pas seulement pareil 3, en fait, c'est quelque chose de symbolique. Donc on va se battre. Voilà. Donc c'est adieu une partie de la recherche, du monde. Enfin, voilà, et puis la matérialité aussi, oui, le bouquin de bâti, je suis désolée, mais on n'est pas entre quel nom. Là, je vais être très sévère, mais aucun conservateur de la BU ne s'est déplacé aujourd'hui pour la journée d'études. On ne parle pas de la même chose, on ne parle pas de la même langue, et on ne pourra pas fonctionner ensemble. Ça, c'est ça. C'est dit. Nous la trouvons. Après, le carton perdu, Et cette journée d'études, elle peut servir. Comment vous pouvez l'utiliser pour cette... Oui, après, on peut... moi, j'entends beaucoup d'arguments. Quand des collègues de l'UQAM ou de Belgique viennent raconter des expériences, qu'on est sur d'autres objets de conservation, d'autres missions aussi. Et qu'on est très... Donc ça, j'espère que ça servira pour notre enregistrer. Ça constitue en soi une archive à la journée qu'on vient. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. On va clore peut-être cette longue journée de discussion, de réflexion et de partage qui a permis d'aborder par plein d'angles, plein d'aspects, dont le moment passé en fait, dans l'exposition là-haut, dont on espère qu'elle vous a plu. Et puis, voilà. Moi, je trouve ça très vivifiant. Je vous remercie tous d'être venus. Pour nous, c'est important. Je trouve que nous, on est vivifiés par votre pêche. Votre activité. On vous félicite parce que c'est vrai que cette exposition était très, très intéressante. Voilà. Merci. Merci beaucoup.